Dialogue entre Huguette et moi qui va durer donc 3/4 d'heure et dans lequel on va se poser différentes questions. Alors ces questions, le but de ces questions, c'est d'introduire les ateliers qui vont avoir lieu tout de suite après. Et bien évidemment, ce sont des pistes qui sont à discuter en association et ensuite pour se les approprier ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole d'évangile. Voilà, on vous donne des pistes de réflexion pour les ateliers. Alors, je vais vous présenter Huguette. Huguette, vous la connaissez depuis ce matin. Elle est présidente de Rennes. Elle est référente de l'entente Grand Ouest. Elle est également représentante des usagers au CHU. Elle est retraitée, comme moi. Moi, je suis vice-présidente de la fédération et je suis administratrice à Vienne, Vienne dans l'Isère, pas dans la Vienne, comme on croit souvent. Et je suis bénévole dans un centre de cancérologie à Lyon. Voilà. Je voudrais juste préciser que ma première qualification pour moi, c'est d'être accompagnante aussi. Très bien. Alors, le propos que l'on va avoir, on n'a pas voulu se mettre chacune à un bout de la table. On s'est dit, oh, ça va faire un peu des choses qu'on a vues à la télévision. Une grande table. Donc, restons proches. Et donc, on va vous proposer un propos en 4 parties. La première partie, et on va s'inverser à chaque fois. Donc, la première partie, et on va se poser des questions entre-temps. Voilà. Alors, la première partie, c'est sur la formation initiale. La deuxième partie, ce sera sur le désengagement. La troisième partie, ce sera sur les ententes régionales. Et la quatrième partie et dernière partie sur le Covid et ce que ça a pu entraîner dans nos associations. Voilà, donc on va commencer, pour faire simple, par la première partie, tant qu'à faire. Donc sur la formation initiale. Donc Huguette, comment s'organise la formation à Rennes ? Alors, à Rennes, la formation, c'est aussi, pour ne pas perdre de temps, tout ce que vous connaissez du cursus qui est préconisé. Nous avons peut-être une différence avec d'autres associations, même si je sais que ça se met en route. Avant d'aller en formation, les personnes qui arrivent dans l'association vivent un groupe de parole pendant quasiment le temps qu'il faut, 5-6 groupes, donc une fois par mois, où là, c'est vraiment un temps qui est pris pour que chacun puisse partager ses représentations de la mort, son vécu personnel, ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'arriver avec des drames pour être accompagnant, on est bien d'accord. Mais voilà, et puis ensuite, donc il y a la formation comme partout, et voilà. Et puis alors, on a aussi les actions un peu différentes. Voilà, on va y venir. À ton avis, Huguette, qu'est-ce qui devrait suivre cette formation ? Alors c'est peut-être là où c'est pas si simple. Qui devrait suivre la formation que l'on appelle formation initiale ? On est d'accord ? On parle de la même chose. En tout cas, sur Rennes et sur l'Ille-et-Vilaine, toutes les personnes qui veulent être dans l'association, quel que soit leur projet, font la formation initiale. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir le même langage et que donc, autant pour ceux qui vont être plus dans l'administratif, plus dans la représentation pour la cité. Et je me souviens d'un directeur d'une très très grande entreprise et puis d'un psychologue, d'un médecin qui m'avait dit, mais attendez, ils avaient dit au bureau, quoi, nous, vous croyez qu'on a besoin d'une formation ? Quand même, on sait faire, on sait... Et moi, j'avais dit avec quelqu'un, je ne sais plus, on était 2, très, très modestement, écoutez, on est désolé, mais là, c'est le cadre. Et cette personne avait dit, les 3, on dit, si c'est le cadre, on y va. Ça fait beaucoup d'années, le grand responsable associatif assurait une journée de formation il n'y a pas très longtemps, là, et il expliquait encore aux nouveaux, moi, quand je suis arrivée, je pensais que je n'avais pas besoin de formation. Je savais quand même beaucoup de choses. Et il a expliqué avec beaucoup d'humilité comment ça a complètement changé son regard et modifié ses attitudes. Comme quoi,
Voilà. Et puis je pense que ça nous permet aussi d'avoir un langage commun, parce que quand on pense administratif, on pense peut-être, oui, les comptes, oui, la trésorerie, mais quand quelqu'un téléphone, quand je vous disais ce matin, 20 ans après un suicide, de faire un rituel, spontanément, peut-être que quelqu'un aurait répondu, ça on ne fait pas. Là, on a une demande par rapport aux prisonniers, aux détenus en deuil, dans le cadre d'un collectif Vivre son deuil Bretagne, et spontanément, la réponse aurait pu être ça, on ne fait pas encore. Vous voyez? Donc, par rapport à l'orientation, quand on a un langage commun, quand on sait tout ce qui se fait, quand Philippe parlait de la représentation des usagers, tout ça, ça se parle en formation. Et ça permet peut-être à chacun, après, de trouver plus justement son projet. Donc celui qui fait la permanence, celui qui est au téléphone, je dirais le secrétaire, peut-être que c'est un mot un peu trop vaste, il doit aussi faire la formation. Oui, en tout cas sur l'Ille-et-Vilaine. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais eu de refus. Et ils font aussi le groupe de parole d'avant. Et là, on apprend quand même, enfin, vous le savez, à écouter, à entendre les autres et à ne pas voir le monde que par sa lorgnette. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre, mais je peux venir à sa rencontre. Et ça, c'est quand même un apprentissage aussi, je pense. Même si à l'arrivée, nous ne serons jamais des sachants. Mais ça, on l'a déjà dit. Alors, tout ce qu'on dit là, après, ça va pouvoir être discuté en atelier. Donc, voilà. Donc, en pratique, cette formation, ça montre quand même que le bénévolat à Jalmal, c'est quand même un vrai boulot. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai boulot, mais moi, je dis que le verbe bénévoler devrait être dans le dictionnaire. Je ne sais pas s'il y est, je ne suis pas allée voir, parce que là, il y a des mots nouveaux qui arrivent, mais bénévoler, je pense que ça devrait être dans le dictionnaire. Voilà, c'est ma petite idée sur la question. Merci. Donc, Colette, toi, en revanche, tu as des choses à nous dire aussi, sans doute, sur le désengagement. Qu'est-ce que tu penses, justement, dans ton association? C'est jamais notre association, on ne s'approprie pas, mais dans l'association où nous sommes, est-ce qu'il y a justement des raisons un peu qui font que les gens, c'est un peu galère là? Bien sûr, les raisons, elles sont multiples. Alors ça peut être des raisons comme des raisons personnelles, bien sûr, des choses comme l'épuisement, l'abattement, la question du sens, on ne trouve plus le sens de ce que l'on faisait, l'isolement, la solitude. En tout cas, quelle que soit la raison, le fait qu'il y ait des bénévoles qui s'en aillent, on se rend compte que ça va avoir un retentissement sur ceux qui restent. Donc c'est important de clarifier le pourquoi ils sont partis, et de le parler avec ceux qui restent, de façon à ce qu'il n'y ait pas une espèce de fuite et de tache d'huile dans le désengagement, j'ai envie de dire. Voilà, c'est important d'oser en parler. Et puis, je crois que ce qui est important aussi, c'est de ne pas faire vivre ces départs comme si c'était un échec, comme s'il y avait une espèce de responsabilité de la part de l'association. On n'a pas su les garder. Et le faire vivre aussi pour celui qui s'en va comme un échec. C'est-à-dire, quelque part, aller jusqu'à le culpabiliser, peut-être, en lui disant si vous vous en allez, il y en a déjà plusieurs qui sont partis, l'association, on va être obligé de fermer. Sous-entendu, ça sera un peu de votre faute, quoi. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment éviter. On sait qu'on est dans le non-jugement, on sait qu'on est dans l'acceptation de l'autre. Donc, ne pas culpabiliser quelqu'un qui s'en va, je crois que c'est vraiment important. Alors ça, c'est des raisons de départ. Et puis, il peut y avoir d'autres raisons, comme des problèmes de tension. C'est-à-dire que pour certains, on peut penser que s'occuper, par exemple, d'aller en EHPAD, c'est des sujets qui ont quand même été souvent travaillés à Jalmalve. Est-ce que les personnes âgées, le long mourir dans les EHPAD, est-ce que c'est la place des bénévoles ? Il y a des bénévoles, quelquefois, qui s'en vont. C'est quelque chose que j'ai entendu, qui disait au total, j'ai jamais vu quelqu'un mourir. Donc, voilà, je suis jamais là dans les derniers moments. Même si c'est pas au moment de la mort, je suis jamais là dans les derniers moments. Parce que c'est vrai qu'en général, les malades, les personnes, attention, les personnes,
profitent d'un moment de solitude pour s'en aller. Hein. Et puis, dans les EHPAD, quelquefois, les personnes sont là pendant de nombreuses années. Ça devient un lieu de vie, hein, bien sûr. Donc, le problème de la sédation aussi. Est-ce que c'est la place du bénévole d'être à côté de quelqu'un qui dit rien, qui est même en sédation? Moi, souvent, quand j'arrive dans le service où je vais, on me dit « Ah ben non, là, c'est pas la peine d'y aller parce qu'il parle pas. » Il parle pas. Donc, ou bien là, il est dans le coma, mais c'est un coma qui a été provoqué. Donc, c'est pas la peine d'y aller. Voilà. Donc, il y a des idées reçues parmi les soignants qui sont aussi à parler, à travailler. Et puis, on a eu tout le problème des non-vaccinés. Alors, le problème des non-vaccinés, ça nous a fait quand même beaucoup parler. Hein, parce qu'on acceptait mal, souvent, si on était soi-même vacciné. C'est qui ces personnes qui ne se font pas vacciner, quoi? Pourquoi ils pensent comme ça? Donc il y a eu quand même des tensions par rapport à ça. Hein. Alors c'est vrai qu'il faut faire un cheminement pour se comprendre les uns les autres, pour accepter ce que l'autre a décidé de faire. Oui. Voilà. Et dans ce que tu dis, nous, dans le rapport d'activité cette année, nous avons remercié, dans le rapport moral, remercié les personnes qui avaient osé nous dire qu'elles n'étaient pas vaccinées, pour quelles raisons, et qu'on comprenait tout à fait que ce n'était pas forcément facile, effectivement, de manquer, comme tu dis, de personnes, mais que voilà, c'était tout à fait respectable. Et ça, c'est essentiel de penser à remercier tout un chacun, quoi. Ça les a touchés de lire dans ce rapport moral qu'on pensait aussi à ces personnes pour qui, on a parlé ce matin de non-abandon, pour qui c'est le cœur du bénévolat. Mais ils ne pouvaient pas aller au-delà. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est important de remercier. Et si ces personnes, quelquefois, qui sont parties de l'association, savent qu'on a parlé d'elles en les remerciant, et qui sont peut-être parties définitivement, donc elles le sauront peut-être ou pas, en tout cas, c'est important, si ça leur revient aux oreilles, qu'elles comprennent qu'il n'y a pas une espèce d'animosité vis-à-vis d'elles, et que si elles reviennent, la porte est ouverte. Voilà, tout ça, ça montre que la vie d'une association, c'est quand même quelque chose qui n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a des hauts, des bas et qu'il ne faut pas se désespérer quand il y a des bas parce que après un bas, il y aura forcément un haut. Hein, donc, c'est mathématique. Et des bas, vous entendez, hein, on peut le dire de deux façons. Il y a des bas. Il y a des bas. Et je dirais qu'à chaque fois, le but, ce n'est pas de convaincre, ce n'est pas d'obliger les gens à penser comme on pense, mais essayer d'éclairer, d'argumenter. Et ça, c'est vraiment un travail et que ce travail, il est à faire un peu chaque jour. Et puis, on a des outils pour faire tout ça. On a la fédération qui est là pour nous aider. On a la lettre, on a la revue aussi qui est pleine d'idées qui peuvent nous permettre d'avancer. On a la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Tout ça, ça nous donne des argumentaires qui sont solides. Hein. Tout ça, c'est important. Là, tu es en train de nous dire que dans tout ce questionnement, là, si j'entends bien, eh bien, il y a des pistes, on peut essayer de trouver des pistes de réflexion. Oui. Ouais, alors, dis-nous ce à quoi tu as pensé. Alors, je dirais qu'on peut dire qu'il y a en deux parties. Je différencierai un peu le rôle de la fédération et puis le rôle des associations. À la fédération, vous avez tous vécu les webinaires qui ont eu lieu. Et ces webinaires, ils ont été faits souvent à partir de questions que vous-même, vous avez fait remonter et qui concernent plusieurs associations. Et du coup, ça valait la peine de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de webinaire autour d'une question. Donc ça, c'est une proposition qui a été donnée par la fédération. Et puis, vous savez aussi que si vous êtes vraiment en difficulté dans une association, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des médiations. Quelquefois, d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur de l'association, ça va permettre d'y voir plus clair. Ça ne va pas forcément résoudre, mais ça va éclairer. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose que la fédération peut vous proposer. Puis, je dirais, il y a aussi toutes les formations autour des présidents, autour des enfants, autour des personnes âgées. Tout ça, ça crée des outils communs qui font que ça crée un socle commun, qui fait qu'on fait partie un peu d'une même famille, quelque part. Donc ça, c'est au niveau de la fédération. Mais localement, il y a aussi des tas de choses qui peuvent se faire. Et notamment, localement, il y a vraiment l'importance du groupe de parole.
Le groupe de parole, c'est vraiment un lieu où on va être une dizaine de bénévoles ensemble. On va pouvoir parler des choses qui nous ont posé problème pendant les accompagnements. Et c'est vraiment un lieu qui est obligatoire, où les absentéismes ne sont pas tolérés, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même se justifier si on est absent. Et donc, à partir des groupes de parole, on peut se sentir soutenu. Et dans ces groupes de parole, c'est vrai que le choix du superviseur, du psychologue qui gère le groupe de parole, c'est vraiment très important, hein. Donc c'est quelque chose auquel il faut être attentif quand on recrute quelqu'un pour animer et savoir mettre du lien et savoir écouter dans le groupe de parole. Et puis vous avez aussi, comme étant très important dans les associations, c'est les coordinateurs. Les coordinateurs, c'est vraiment là aussi un pivot de l'association parce qu'il va être à l'écoute de chacun des bénévoles, hein, et il va pouvoir permettre quelquefois de pouvoir aider des bénévoles qui se sentent en difficulté, hein. En tout cas, ils doivent savoir s'il y a des bénévoles qui sont en difficulté, ça doit leur revenir aux oreilles. Juste par rapport à ça, le coordinateur, c'est important, mais en formation, généralement, il se groupe, on pourrait appeler ça presque une promo, hein, en formation. On se souvient des gens avec qui on était. Et je dis toujours, gardez aussi du lien entre vous, même si vous n'êtes pas dans les mêmes lieux. Ça peut être très intéressant d'interpeller quelqu'un qui était dans la formation en même temps. Alors, tous les autres aussi, mais c'est une piste. C'est vrai que le moment de la formation, ça crée un creuset qui est extrêmement important et qui dure dans le temps. Alors, ça, c'est tout à fait juste, oui. Alors, vous avez donc le rôle du groupe de parole, le rôle du coordinateur. Il y a aussi le rôle de la formation initiale, bien sûr, la sensibilisation, mais ça, on l'a vu tout de suite avec Huguette. Le rôle du conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est celui qui va donner un peu la ligne de conduite pour toute l'année, hein. Donc, c'est important, là aussi, c'est un moment important parce que ça va faire remonter ce que souhaitent les bénévoles à ce moment-là. Vous avez aussi tous les temps de formation continue, hein, les temps de formation continue. On en a un petit peu parlé avec le bénévole dans la cité, parce que ça peut faire partie aussi de la formation continue. Et c'est vrai que 2-3 fois par an, il peut y avoir des formations autour de sujets qui sont remontés au niveau des bénévoles et qui vont permettre de faire une soirée ou une journée de formation continue. Vous avez aussi tout ce qui est réunion d'équipe. Alors, par exemple, à Vienne, on organise régulièrement des réunions d'équipe, 2-3 fois par an, et ça se fait en accord avec tout le monde, de façon à voir ce qui pose problème au niveau des bénévoles. Voir s'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des bénévoles qui ont envie de changer de service, par exemple. Ça, c'est vraiment important. Excusez-moi, il faut que je boive un petit peu. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui ont envie de changer de service, par exemple? On peut s'user dans un service alors qu'on va se ressourcer si on change de service. Je crois que c'est très important d'être à l'écoute des demandes des bénévoles. Il y a des réunions aussi annuelles qui vont permettre aux bénévoles de se poser des questions. Est-ce que je suis encore à ma place? Quel sens j'ai encore dans le bénévolat que je fais? Quel sens je lui donne? Voilà. Parce qu'on a bien vu ce matin et dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent que le bénévolat, c'est quand même un cheminement. On n'est pas pareil au début et au fur et à mesure que les semaines se font et que les mois passent. Et donc réinterroger régulièrement le sens de pourquoi on est là, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que l'investissement que l'on met dans notre bénévolat, il est tellement important qu'il ne faut pas passer à côté de ce qui se passe. Et il faut être toujours, je dirais, en accord avec soi-même, hein. Et c'est important de se poser les questions et de laisser quelquefois même de la place au doute, hein. Quand on commence à se dire est-ce que je suis bien à ma place, bon, on commence à douter. Bon, les autres peuvent nous renvoyer d'autres façons de voir. Et tout ça, se laisser du temps au temps aussi, hein. Et puis, ça peut être aussi intéressant, toujours pour dynamiser l'association, d'organiser des réunions avec des thèmes qui sont en lien avec l'actualité, hein.
Et puis, il y a aussi une chose très importante qu'on oublie un peu, mais qu'on a déjà évoquée ici, mais j'aimerais bien que ça se mette vraiment en action, c'est les groupes de lecture. Les groupes de lecture de la revue. Alors, peut-être pas toute la revue, mais prendre un article, par exemple, un témoignage d'un bénévole ou un article de fond, d'un philosophe ou autre, et de le discuter. Et là, à Vienne, on a été contacté par Grenoble pour participer à un groupe de lecture. Et avec les visios, c'est possible de faire ça sur plusieurs associations. Quelquefois, pour une petite association, ça peut être quelque chose de difficile à organiser, mais entre plusieurs associations, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis, il y a aussi tout ce qui est moment convivial. Et ça, je crois qu'il faut insister là-dessus. Et tu l'as dit tout à l'heure, Huguette, c'est vrai qu'il faut savoir remercier les bénévoles, savoir dire que ce qu'ils font a de l'importance et savoir le dire autour d'un verre. Autour d'un verre, autour d'un repas, on a, nous, à Vienne, tous les ans, une journée qu'on appelle Entre nous, où les conjoints sont invités à venir. On mange tous ensemble. Il y a une partie du repas qui est prise en charge par l'association. On mange tous ensemble. Et il est conjoints qui nous rejoignent. Et c'est vrai qu'on est quand même souvent absent du fait de nos occupations de bénévoles. Et donc, que nos conjoints connaissent les personnes avec lesquelles on est, eh bien, ça peut être quelque chose qui permet là aussi de rassembler et de faire, peut-être qu'ils fassent moins la tête quand on part, parce qu'ils savent avec qui on part. Voilà. Voilà, ça c'est très essentiel, puisque dans la famille, on va dire que les proches voient que nous ne sommes pas des gens morbides. Oui. Et qu'on peut se réjouir, qu'on peut danser, qu'on peut chanter, qu'on peut bouger, qu'on peut parler, enfin qu'on est vivant. Voilà. Et ces moments-là, il faut les trouver. Ça peut être au moment de Noël, ça peut être au moment avant les grandes vacances, ça peut être... Voilà, bon, c'est à vous de trouver ça, mais je crois de le faire au moins une fois par an avec tout le monde, c'est-à-dire bénévoles et les conjoints. Je trouve que c'est vraiment très important. Voilà. Et ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est que quand on accompagne, c'est l'association qui écoute parce que nous-mêmes, on est accompagnés. Et bon, ça remet un petit peu, je dirais, en route ce qui a été dit ce matin et hier sur la place du bénévole qui rentre dans une chambre. C'est l'association qui rentre dans la chambre. Voilà. Et savoir remercier, ça, je crois que c'est vraiment très important. Voilà. Tu disais aussi, oui, que quelquefois, quand c'est compliqué, on en a un peu parlé, mais que les réunions en Zoom, en Zoom, ou en ce que vous voulez, comme j'ai pas d'action nulle part, permettent aussi quand même de... Voilà, ça plus ensemble. Bien sûr, et notamment, ça a permis à ceux qui n'étaient pas vaccinés d'être avec nous. Ça a permis de garder le lien, mais on va y revenir avec la question sur le Covid. Alors, Huguette, je te poserai volontiers la question sur les ententes. Est-ce que les ententes, c'est quelque chose qui fonctionne ou est-ce qu'on en est? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'historique des ententes? Il va y avoir une réunion en fin de journée sur les ententes. Je vous conseille vraiment d'y aller. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer à cette rencontre. Maintenant, il faut dire que nous, en Bretagne, c'était un peu plus facile d'être en entente, puisque dès le début de l'histoire, l'association s'appelait Bretagne Pays de Loire. Et puis après, nous avons accueilli la Vendée. Je regarde parce que Jacques était là-bas tout à l'heure. Enfin, c'est Pays de Loire, d'ailleurs, la Vendée, je crois. Le 49, le 72, le 53, enfin, donc on était un peu dans cette idée-là dès le départ. Et puis du coup, on a continué. Et depuis 1999, tous les 2 ans ou 3 ans, selon les circonstances, nous faisons ce qu'on appelle une journée des adhérents, où là, les adhérents de tous les départements, alors j'ai bien dit, pas que accompagnants, adhérents, ceux qui veulent, peuvent venir, et puis donc on se partage à chaque fois dans une ville, et puis 2 fois par mois, nous nous réunissons plus avec ce qu'on peut appeler des responsables ou des personnes impliquées par an. Décidément, ça se voit. Mais ça, c'était juste un test pour voir où vous en êtes. Bon, on se débrouille comme on peut. Et puis, en 2002, oui, si je ne me trompe pas, vous allez m'aider,
La fédération avait dit, les ententes, effectivement, ça fonctionne, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas les redéfinir en fonction des réalités du terrain? Parce que les ententes, c'est vrai que ça dépend où on est, ça dépend comment ça peut s'organiser. Et en 2014, là, je trouvais ça très intéressant, il a été proposé, je ne sais pas si ça a été fait dans toutes les ententes, mais de nommer quelqu'un qui serait un peu référent de quelqu'un d'ailleurs, parce que le binôme, toujours intéressant, qui serait un peu référent ou délégué par rapport à la fédération. Et ça, c'était aussi quelque chose, je ne sais pas si toutes les assos s'en sont emparés, mais c'est quand même c'est pas une strate de plus, puisque nous ne sommes pas des instances. Les instances ne sont pas des instances, sauf, je crois, en Bourgogne, où très vite, il y avait eu ça, quelque part, oui. Mais voilà, donc ça fonctionne. Je regarde juste mon papier, parce que peut-être que c'est à toi de poser une autre question. Oui, j'ai une autre question. Voilà. Non, mais on s'est un peu calé, hein. Alors, est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert en pratique? Ah, voilà, à quoi ça sert. Alors, c'est vrai qu'on va le découvrir peut-être un peu plus ce soir encore dans cette réunion, mais ça sert déjà aux échanges entre les associations, un peu qui ont les mêmes ou pas forcément. Ça permet aussi justement d'apporter des questions. Eh ben voilà, nous, dans l'association, il y a ça qui est un peu compliqué, comment vous faites? Ça permet aussi, même si maintenant la fédération permet des formations un petit peu délocalisées, mais ça permet aussi, là, en entente, d'organiser ces associations, ces formations, parce que c'est aussi important. Et puis, ça permet, normalement, de faire remonter nos comptes rendus vers la Fédé. Et du coup, le lien se fait avec les associations locales et réciproquement avec la fédération. Donc je pense, et puis quand on disait tout à l'heure médiation, c'est essentiel quand la Fédé vient s'il y a des choses compliquées, mais déjà entre nous, ça peut être intéressant qu'on commence à dégrossir un peu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi dans cette association, voilà, et donc et c'est généralement aussi particulièrement convivial. Quand il y a des cerises l'été, on mange des cerises, enfin ça dépend des saisons, mais ça a un côté aussi convivial. Et vous faites des formations entre plusieurs associations dans le cadre d'une entente? Est-ce que c'est des choses qui se font? Oui, puisque le groupe, ce qui s'est fait un an en janvier, je ne vois pas Daniel, mais qui assiste, voilà, ouais. En janvier, c'était sur Nantes et c'était donc prioritairement, alors on aurait pu accepter des personnes d'ailleurs, mais par rapport au déplacement, par rapport au coût, enfin, on fait ce genre de choses. On a fait l'année dernière, sur Rennes aussi, on en a fait. Enfin, chaque association organise, chaque entente est libre. Et d'ailleurs, nous avons tous reçu, mais il y a 2 ou 3 jours, je n'ai pas eu le temps de décortiquer un peu, pas une sorte de contrat, mais de comment faire pour organiser les choses dans les ententes. Oui. Ouais. Donc ça, c'est un peu à affiner. C'est vraiment quelque chose qui est important. Mais hélas, oui, 3 fois hélas, la fameuse pandémie nous a quand même un peu empêchés de se rencontrer. C'est vrai que vous pourriez nous dire, on a fait ça, vous auriez pu le faire en visio. C'est pas si simple parce que chacun était déjà très occupé là où il était et c'était pas forcément facile. Donc, et justement dans cette pandémie de Covid, là quand même, est-ce que toi, tu peux nous dire si ça a modifié des choses dans les associations? Oui, c'est sûr que ça a modifié des choses, parce que ça a été vraiment un moment de tiraillement, un moment, il y avait ceux qui voulaient continuer à accompagner alors que c'était interdit, il y avait ceux qui avaient peur d'aller accompagner, il faut le dire. Avant le vaccin, on n'était quand même pas très tranquille pour rencontrer des gens qui avaient le Covid. Et puis, il y en avait qui voulaient y aller quand même, la fleur au fusil. Enfin, ça a créé quand même des difficultés. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, on ne ferait pas de la même façon parce que, on a une certaine expertise. Puis surtout, maintenant, on a le vaccin. Donc, on ne réfléchit plus de la même façon. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés dans les associations. C'est vrai aussi que ça a entraîné le départ de certains bénévoles. Il y a des bénévoles qui sont partis. Alors,
est-ce que c'est à cause du Covid ou est-ce que c'est parce que comme on a fait une pause tout ce temps qu'on était à rester chez nous puisqu'on n'avait plus le droit de sortir, on a réfléchi, on s'est dit, bah, tiens, au fond, bah, le bénévolat, ça ne me manque pas, ou bien au contraire, ça me manque beaucoup, mais si ça ne me manque pas, je ne vais pas continuer. Donc, en fait, ça a été un moment de remise en question. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu des désistements à partir de cette période. Et puis, je dirais que malgré tout, les associations ont été très, très dynamiques, malgré tout. Hein. C'est-à-dire, et là, la technique nous a quand même beaucoup, beaucoup aidé. Hein. Mais ça a montré quand même que une association, ça a besoin d'être dynamisé par le président, par le coordinateur, et que c'est quand même très important. Mais la technique nous a beaucoup aidé. Oui, le moteur, tu veux dire. Ouais, alors, quand tu nous dis que ça nous a aidés, est-ce que ça nous a apporté quelque chose? Est-ce que ça nous permet d'apprendre? Parce que tant qu'à faire, autant, quand je dis qu'on se plante pour pousser, ben là, c'était quand même un peu difficile, hein, ces temps-là. Donc, qu'est-ce que ça va apporter aux assos? Alors, il y a des personnes qui disent, bon, les systèmes de webinaires, etc., non, jamais. Il y en a qui disent oui, toujours. Et puis, il y en a qui disent un peu des deux. Et il y a aussi des gens qui disent, bah, c'est quand même bizarre, maintenant, on ne saurait plus s'en passer. Hein. Donc, c'est vrai que là, c'est assez partagé. Mais c'est vrai que ça nous a quand même beaucoup aidé parce que ça nous a permis de continuer à nous réunir à travers un écran, c'est vrai. Mais au moins, dans l'écran, on n'avait pas de masque. Hein. C'était quand même... Bon, c'est vrai que maintenant, la situation a changé, hein, mais rappelez-vous, il y a seulement quelques mois, on était encore tous masqués. Hein, donc, c'était une période un peu bizarre. Et on s'est rendu compte qu'avec les webinaires, avec les Zooms, avec les Teams, enfin, tout ce qui circule dans ce domaine, on avait la possibilité vraiment de garder du lien. Et c'était moins fatigant, quelque part, hein, de se déplacer, de ne pas aller éventuellement à Paris ou dans plusieurs kilomètres de chez soi. C'est beaucoup moins coûteux, donc c'est quand même quelque chose qui, au niveau des associations, a été quand même très apprécié. Il y en a qui ont fait leurs assemblées générales, qui ont fait les votes par Zoom. Hein. Tout ça, c'est possible. À la fédération, on a fait beaucoup de Zoom. Et bon, alors quelquefois peut-être un peu trop, hein, mais il y a une organisation du Zoom. Il faut savoir s'en servir. Et c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir Olivier qui nous a énormément aidés pour cadrer les formations par Zoom, parce que ça s'apprend, ça aussi. Hein. Voilà. Oui, parce que partager son écran, voilà. Quand on ne sait pas le faire, bah, ouais. Ça s'apprend. Ouais, exemple. Ça s'apprend. Il faut... Enfin, Olivier sait très bien faire ça, à faire des pauses, il faut savoir mettre en sous-groupe, il faut vraiment savoir utiliser l'outil pour que ce soit... qu'on ne ressorte pas avec la tête en forme d'écran. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est différent. Alors, il y a eu ça, il y a eu tout ce qui est accompagnement par téléphone, par exemple. Ça s'est fait aussi, avec quelquefois des bénévoles qui ont même laissé leur numéro de téléphone à disposition. Alors ça, bon, ça se discute, hein, et je pense que vous le discuterez en atelier, parce que est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut que le bénévole soit disponible 24 heures sur 24 au bout de son téléphone? Après, je dirais, bon, chacun fait un petit peu comme il veut, mais voilà, au niveau de l'association, il y a des règles quand même, et je crois que c'est important. Oui, par rapport aux 24 heures sur 24, j'ai entendu hier soir quelqu'un qui disait qu'il était écoutant à SOS Amitié, et je pense, nous disons aux personnes, si ça ne va pas, par rapport à l'accompagnement d'un proche qui va mourir, par rapport si les émotions montent, vous pouvez toujours appeler SOS Amitié. Il faut aussi savoir trouver des partenariats, quoi. Ouais. D'ailleurs, Jalmal, sur l'île-et-Vilaine, nous intervenons dans les formations sur la postvention. Et là, il y a des personnes d'SOS Amitié. La postvention, c'est l'accompagnement des gens, des personnes en deuil après le suicide d'un proche. Et il y a des bénévoles de SOS Amitié qui viennent à nos formations avec d'autres, hein, mais voilà. Oui, c'est important ces relations entre différentes associations parce qu'on a des compétences, des valeurs, comme ça a été dit hier, qui sont différentes et c'est important de les partager, tout à fait. Alors, il y a eu aussi, et ça vous le savez, dans les EHPAD, des expériences de tablettes. Hein. Tout ça, ça a été vraiment très nouveau. Hein.
Voilà. Et puis, dans les pistes de réflexion, ce qu'on se disait avec Huguette, c'est que peut-être c'est important dans une association, toujours dans le but de la dynamiser, d'avoir un projet, un peu une création de projet tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, enfin à un rythme quand même pas trop grand pour que ça donne une dynamique. Par exemple, à Vienne, moi je parle de Vienne parce que c'est l'association où je suis quand même le plus, il y a un groupe deuil qui est en train de se former pour accompagner les parents en deuil, les enfants en deuil, pour accompagner voilà, les personnes qui sont en deuil. Donc tout ça, ça dynamise et ça oblige à faire des groupes et voilà, donc c'est intéressant. Voilà, alors donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir présent à l'esprit, toujours dans le but de dynamiser l'association. Alors au niveau du recrutement, on a pu voir aussi qu'il y avait des nouveautés. Ça a été dit plusieurs fois depuis hier, mais on a beaucoup plus de jeunes qui viennent frapper à la porte de nos associations. Et tout bénévoles confondus, actuellement, on a 1/3 de bénévoles qui sont en activité. Hein, donc c'est quand même énorme. Et ça veut dire aussi, de la part de l'association, une grande flexibilité. Hein, c'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes libertés. Ils peuvent venir après leur journée de travail. Il y a des heures qui ne sont pas 14h, 17h. Hein, donc il faut... Et si on y réfléchit, c'est important aussi de se rendre compte que dans les hôpitaux, les fins d'après-midi sont quelquefois des moments anxiogènes. Hein, c'est-à-dire, justement, la famille est partie, le patient se retrouve seul. Et d'avoir un bénévole qui va venir à sa rencontre, ça peut être un moment, au contraire, très appréciable. Hein. Et je crois qu'il faut faire confiance, ça a été beaucoup dit hier, faire confiance aux bénévoles et les écouter, savoir ce qu'ils demandent. Pour qu'ils soient bien et qu'ils restent, il faut écouter ce qu'ils demandent. Voilà. Le temps va être compté. Oui, le temps va être compté. On va terminer rapidement. Il est moins 20. Encore 5 minutes, enfin, ça va être bon. Ce qui est important aussi, c'est... on a vu aussi que dans la société, il y a eu quand même un intérêt pour les EHPAD. Hein. Le mourir en EHPAD a été tellement affreux qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit non, c'est pas possible que ça continue comme ça et je vais m'engager dans une association comme Jalmal. C'est peut-être pour ça qu'on a des gens plus jeunes. Hein. Et puis, il y a dans les nouveautés, dans le cadre de la fédération, on réfléchit à un numéro d'appel écoute et fin de vie, un peu dans le cadre du téléaccompagnement dont tu as parlé hier, Tanguy Châtel. Il y a des animations autour des débats, vous aidez dans les débats, notamment autour, par exemple, de l'euthanasie, des débats qui vont avoir lieu, puisque ça va être remis certainement sur l'ouvrage à la rentrée. Ouais. Voilà. Et ce qui est important, c'est de chercher à innover, chercher vraiment et de ne pas attendre les périodes de crise pour innover. Hein. On a vu qu'il s'est passé plein de choses pendant ces 2 ans, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait de nouveau un Covid pour justement se redynamiser. Hein. Ce n'est pas la peine d'en arriver à ça. Et puis on a vu que malgré tout, rien ne remplace le présentiel. Hein. Combien on est content de se retrouver là, combien on est content de se revoir. Mais le distanciel a aussi son intérêt. Et ça, c'est vraiment cette crise qui nous l'a montré. Voilà. Oui. Donc j'étais censée conclure. Voilà, c'est donc, toi. Voilà, c'est 30 toi. secondes. L'idée d'écouter les uns les autres, ça c'est intéressant. Et puis les nouvelles personnes ou même les personnes qui sont là depuis un certain temps, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Quand tu parlais de bouger un peu. L'important c'est de rester mobilisé, bien évidemment, puisque en plus en atelier, là, vous allez sûrement trouver des tas de pistes pour que chacun et chacune trouve sa place, en fait. Et ça a la raison d'être là. Il y a très longtemps, la fédération, oui, dans la lettre, on parlait du poids du flocon de neige. Et puis après, M. Scherer avait évoqué la nappe d'huile qui se propage. Ensuite, on a parlé du colibri, vous connaissez, hein, qui fait sa part. Voilà, moi je vous dirais, quelquefois aussi, donner à voir pour donner envie d'être. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de discours, mais c'est. Voilà. Oui, et savoir remercier.
Voilà. Alors, parce que le miracle s'est encore une fois réalisé, nous avons un peu de temps pour que, si jamais vous aviez envie, alors, je ne sais pas si ça peut être une question, une réflexion, une réaction que ceci vous inspire. Le dialogue de Colette et de Huguette avait une qualité excellente, c'était très clair. Évidemment, si vous avez à un moment donné fermé l'œil, vous pouvez poser une question innocente. Si vous avez tout écouté, vous êtes peut-être d'accord sur toute la ligne. Allez, on a 5 minutes pour colorer d'une façon ou d'une autre ce qui vient d'être dit. Voilà, le micro peut aller tout de suite là. Voilà, peut-être lever 2-3 personnes la main. Je vois Christian qui lève la main. Et s'il y a encore quelques personnes, nous n'irons pas au-delà de quelques minutes. Pourquoi ? Voilà. Parce qu'on a encore des douceurs qui viennent dans 5 minutes. Juste pour rebondir sur le présentiel et le distanciel qui a été bien utile et qui nous a bien sauvés, surtout au niveau des groupes de parole. La question, c'est quid des personnes qui aujourd'hui voudraient continuer à faire à participer à des groupes de parole en Zoom. Voilà, nous sommes à Rouen dans le cas d'un nombre de bénévoles qui nécessite maintenant de faire 2 groupes de parole, et il y a une demande par des bénévoles qui sont en activité de faire un groupe de parole en visio. Notre psychologue n'est pas pour. Personnellement, je préfère le présentiel. Voilà, je voulais savoir s'il y avait des expériences qui perduraient après le Covid, et si vous étiez pour ou contre. Alors, ça a fonctionné pendant le Covid. Attention de ne pas tomber non plus dans le piège. Mais je pense que la question est posée. Je vais faire un pas de côté. Chaque association doit réfléchir à ça. Et peut-être que justement, dans votre entente, c'est possible. Je pense qu'on ne peut pas faire du tout l'un ou tout l'autre de toute façon. Voilà. Et que les personnes ont besoin de cette convivialité aussi du ensemble. Mais on a dit qu'il fallait chercher à innover. Donc, peut-être trouver un créneau spécifique pour ça, mais pas que ça. Après, voilà. Oui, je crois qu'on peut dire qu'on fait toujours comme on peut, et du mieux qu'on peut. Et que... Voilà, s'il n'y a pas d'autre façon de faire, ce qu'on a vu avec les Zooms et le distanciel, c'est qu'on a pu avoir des personnes qu'on ne voyait jamais venir à des réunions, et ça a été quand même très réjouissant. Alors, pour un groupe de parole, si une personne doit faire de nombreux kilomètres pour venir et qu'elle risque de ne pas venir du tout, il vaut peut-être mieux le faire par Zoom, mais donc ça se réfléchit, comme dit Huguette. Je pense que vous avez un bout d'élément de réponse. C'est ça qui est intéressant à Jalmal, c'est que je pose une question et si quelqu'un prend le temps de m'écouter, je m'aperçois que j'avais déjà un bout de la réponse. Oui, Christian ? Oui, je voudrais simplement rebondir sur ce que disait Colette. Les départs ne sont pas des échecs. Et je me permettrai en fait de compléter pour éventuellement alimenter la réflexion. Les départs ne sont pas des échecs, mais un temps de vie, comme la mort n'est pas un échec. C'est-à-dire peut-être le considérer effectivement comme quelque chose que l'on rencontre régulièrement, c'est-à-dire effectivement on rencontre la mort, on sait que c'est un des éléments de la vie et que peut-être il faut aussi considérer ça comme ça. Oui, ça me va bien. Voilà. Oui. Je pense que vous avez chaud. Alors, une dernière question ou pas, parce que je sens que vous avez vraiment chaud et que la pause va vous faire du bien. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, vous avez de quoi réfléchir en atelier. Vous avez des animateurs, des rapporteurs. Donc, il n'y a pas de raison. Et en plus, vous savez où c'est.